Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, c'est le deuxième de la série intitulée Repenser nos systèmes, qui est consacré à des projets d'expérimentation de systèmes de culture innovants en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, moi, je m'appelle Thomas Paco, je travaille à la Chambre régionale d'agriculture et je suis dans l'équipe Recherche, Innovation, Transfert. Ces webinaires, ils sont proposés par le Partenariat régional agricole Recherche, Innovation, Développement, donc pour lequel vous avez les partenaires dans le bandeau du haut. Et en particulier ici par l'ISARA, Arvalis et les chambres d'agriculture, avec des projets qui vous sont présentés, qui ont bénéficié de financement PEPIT. Donc vous avez le logo en bas, PEPIT étant le dispositif de financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la R&D agricole. Alors aujourd'hui, on arrive à un moment un peu charnière pour ces projets d'expérimentation de systèmes de culture innovants, avec un certain nombre de projets pour lesquels on a maintenant 5, 6, voire 7 ans de suivi. Donc a priori, beaucoup de choses à valoriser. Et on a fait le choix de nous focaliser sur quelques thématiques un peu clés. Au cours de ces différents webinaires. Donc le premier qui avait lieu la semaine dernière, on a cherché à tirer des enseignements méthodologiques à partir de nos différentes expériences. Cette semaine, l'objectif, c'est de vous présenter une synthèse croisée de résultats de ces différents projets issus des analyses multicritères ou thématiques. Donc, on va passer à la diapo 2 pour le programme. Le programme est le suivant. Donc, après cette introduction qui va me permettre de reposer les fondamentaux d'une expérimentation système, on aura une première partie dédiée à une mise en commun de résultats des projets Dessine et Terrae. Une deuxième partie dédiée aux résultats de la plateforme TAB, Techniques Alternatives et Biologiques, pardon, et Biodiversité. Et enfin, on conclura avec quelques mots sur les projets qui voient le jour aujourd'hui. Donc vous avez vu qu'interviendront essentiellement Jean-François Vian de l'ISARA, Clément Bardon de la Chambre d'agriculture de la Drôme, mais on est aussi en présence notamment de Lionel Jouy d'Arvalis et de Laetitia Masson, qui est conseillère à la Chambre d'agriculture de l'Isère, qui a participé à un de ces dispositifs. Alors, pour introduire quelques éléments, d'abord pour vous dire quelques éléments pratiques concernant ce webinaire, c'est qu'il est enregistré et il sera diffusé sur le YouTube de la Chambre régionale d'agriculture. Le diaporama qu'on vous présente aujourd'hui, il sera mis à disposition sur la page internet du site de la Chambre régionale d'agriculture. Pour les questions et les commentaires, vous pouvez intervenir en temps voulu, enfin au fur et à mesure, je veux dire, dans la conversation, et on aura des séquences pour y répondre. Alors, pour commencer cette introduction, quelques fondamentaux sur les expérimentations de systèmes de culture innovants. Vous voyez sur cette diapo qu'il y a de différents supports qui sont mobilisables en recherche et développement pour apporter des réponses à des problématiques, et notamment pour qui concernent les systèmes de culture innovants. Donc, on a notamment ce qu'on connaît bien à gauche, les expérimentations factorielles. Donc là, on étudie, toutes choses égales par ailleurs, l'effet d'un facteur sur un autre. Et l'objectif, il est de trouver le meilleur choix possible. Après, la deuxième grande catégorie, ce sont les expérimentations système qui font l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc là, on pose un certain nombre d'hypothèses en se disant qu'on choisit l'hypothèse qui est la plus intéressante pour répondre à une problématique. Et vous voyez qu'on a d'autres types de dispositifs mobilisables, comme des réseaux, clubs d'agriculteurs, donc des groupes de développement, c'est-à-dire des groupes d'agriculteurs avec lesquels on va pouvoir tester des choses, notamment des itinéraires techniques qu'on peut mettre en place sur plusieurs exploitations. On a aussi des observatoires de fermes réelles. Donc là, c'est plutôt pour avoir une analyse de données en masse, hein, c'est-à-dire avoir un grand nombre d'exploitations et pouvoir suivre ça dans le temps et donc voir un peu comment ça évolue en termes sur tel ou tel indicateur. Et puis, on peut aussi avoir des dispositifs de modélisation. On va créer, on va concevoir des systèmes de culture modélisés qu'on va évaluer a priori, par exemple. Il faut savoir que chacun de ces supports, il a ses intérêts limites. Il n'y a aucun des dispositifs qui permet de répondre à tout. Donc, il faut bien se poser la question avant de ce qu'on veut faire. En fonction de l'objectif visé, de la question qui est posée, il faut choisir le dispositif qui est le plus adapté. Et les expérimentations système, je le dis quand même, hein, permettent de répondre à un certain nombre de choses, mais ne permettent pas de répondre à tout. Et il faut se poser vraiment la question avant de les mettre en place, étant donné que c'est des dispositifs qui sont quand même relativement lourds.
Alors, pour vous donner la définition du système de culture, qui est issu des travaux de Jean-Marc Ménard, eux-mêmes issus de d'autres travaux de Havard et de Sébillot, système de culture, c'est un ensemble cohérent de modalités techniques qui sont mises en œuvre sur une ou plusieurs parcelles, gérées de manière identique au fil des années. Donc là, vous voyez, ressort la logique systémique, c'est-à-dire la cohérence d'ensemble de ces différentes modalités techniques. Et cette logique systémique, et les actes techniques, pardon, ils vont se matérialiser par un ensemble de règles de décision. J'en reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces expérimentations de systèmes de culture innovants? Eh ben, c'est de les construire en vue d'atteindre un certain nombre d'objectifs qui sont en lien avec des enjeux émergents. Donc, ça peut être gestion de ravageurs, amélioration de la fertilité des sols, réponse au changement climatique. On verra tout à l'heure des exemples. Et ensuite, ces systèmes de culture, on va les évaluer selon des priorités qui peuvent être celles d'agriculteurs, de filières ou de la société. Donc, en fait, on va pouvoir définir, hiérarchiser ces priorités. Et dans ces dispositifs-là, ce qu'il faut retenir, c'est que le processus d'innovation, il consiste autant à construire de nouvelles combinaisons de techniques et de cultures qu'à introduire en tant que telles de nouvelles techniques et cultures. Donc c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est autant la combinaison de tout ça que l'innovation qui est portée par les techniques et les cultures qu'on va mettre en place dans la rotation. Alors, à quoi ça sert une expé système? Ça va servir essentiellement à alors, 4 points. Bon, c'est que là, il y a des problèmes de puce, mais le premier point, ça va être de tester la faisabilité technique d'un nouveau système et vérifier la cohérence agronomique des décisions qui sont prises, donc au travers notamment des règles de décision qui vont servir au pilotage. Donc, pour tester cette faisabilité technique, on va avoir un système qui est le facteur étudié. On a en général qu'un seul système expérimenté innovant, et c'est-à-dire une seule modalité qu'on peut mettre en comparaison avec un système de référence. C'est le cas pour certains des dispositifs qu'on va vous présenter. Le système qu'on expérimente, il est conçu pour répondre a priori à certains objectifs de performance qu'on a fixés au départ. Donc, ces objectifs, ils peuvent être d'ordre technique, agronomique, économique, environnementaux. Le deuxième objectif d'une XP System, c'est d'analyser les capacités du système à atteindre les objectifs fixés et les améliorer itérativement. Donc, ça veut dire qu'on va vérifier au travers d'indicateurs et de variables si on atteint les objectifs au cours du temps ou au-delà d'un certain pas de temps, et les améliorer en faisant des allers-retours, donc soit en améliorant le système, soit en révisant un petit peu les objectifs. Donc, c'est le fait de faire des allers-retours d'un côté à l'autre. Et l'hypothèse au départ, c'est de vérifier que le système expérimenté, il est faisable et il va atteindre les objectifs escomptés. Une troisième utilité d'expérimentation système, ça va être d'évaluer la contribution du système au développement durable. Donc, c'est d'évaluer la multiperformance. Donc, c'est bien l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Et aussi d'améliorer ou d'avoir plus de connaissances sur l'effet d'un système de culture sur l'agroécosystème. Alors, les dispositifs qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, alors essentiellement, on va retrouver les dispositifs Dessine à l'ouest de l'Auvergne, à l'ouest de la région, pardon, en Auvergne, les dispositifs Terrae que vous voyez dans le Nord-Isère et la plateforme Tab. Pour ce qui est du projet Ericine, c'est un projet qui est en cours actuellement, donc on n'a pas encore des résultats voilà, intéressants à présenter, hein. Il y a une mise en œuvre avec une évaluation d'une ou 2 années, alors que dans les 3 autres dispositifs, on a déjà beaucoup plus de recul. Donc vous voyez qu'on a des dispositifs qui sont variables du point de vue de la méthode. Par exemple, dans Dessine, on va avoir un système de culture innovant dans une exploitation dite innovante, avec quand même une exploitation de référence qui est en général celle d'un voisin ou d'un village pas très loin. Et dans Dessine, vous voyez qu'on a sur une rotation, par exemple ici à 3 termes, donc avec 3 cultures, A, B, C, on va retrouver tous les ans toutes les cultures de la rotation. C'est le principe qu'on a adopté en parcelle réelle agriculteur. Donc sur Dessine, on est sur des thématiques réponse un peu à multi-enjeux en fonction des sites, mais essentiellement des enjeux de réduction de l'utilisation des intrants et notamment phytosanitaires, et puis aussi d'amélioration de la fertilité des sols.
Terrae, on est dans un autre type de dispositif où on va être en bande chez des agriculteurs et vous voyez qu'on va avoir donc des bandes de taille importante quand même, mais on va avoir uniquement la culture de l'année N, l'année N-1, l'année N+1, pardon, donc la culture de l'année suivante, et avec une conduite, une bande conduite agriculteur qui fait office de référence. Et sur Terrae, on était vraiment sur des objectifs de réponse à l'amélioration de la fertilité des sols. Donc on y reviendra, enfin Jean-François y reviendra plus précisément tout à l'heure. Et puis, dernier dispositif qui est donc là sur une plateforme, donc on appelle la plateforme des techniques alternatives et biologiques, qui est sur la ferme expérimentale d'Étoile-sur-Rhône dans la Drôme. Donc là, on est dans un dispositif, on va dire, en station expérimentale. Et là, donc ce sera Clément Bardon qui interviendra tout à l'heure pour nous présenter des résultats plus en lien avec la biodiversité. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-François pour cette première partie. N'hésitez pas à poser des questions dans la conversation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bien, merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter maintenant les résultats donc, de la mise en commun des essais systèmes qui ont été conduits donc, dans le cadre du projet Dessine et anciennement Terrae. Donc, on a différents systèmes de culture qui ont été co-conçus essentiellement dans des groupes avec des agriculteurs, des conseillers et des chercheurs. Et ces systèmes de culture innovants répondent à différents objectifs qui ont été fixés dès le départ. Donc, il y a des objectifs de réduction d'intrants, notamment de pesticides et d'engrais de synthèse. Donc, il y a eu des conceptions de systèmes pour mettre en œuvre des combinaisons de pratiques, de techniques qui permettent d'atteindre donc la réduction des intrants. D'autres systèmes qui ont été conçus pour améliorer la fertilité des sols. Et il y avait toujours aussi, alors soit en arrière-plan, soit en premier, ça dépend des essais, un objectif de maintien des performances économiques à minima, et souvent bien sûr derrière avec une volonté donc d'augmenter les performances économiques, de les améliorer. Alors quels leviers ont été utilisés, quels leviers communs finalement ont été utilisés au travers de ces essais? Donc vous comprenez que les objectifs sont différents, donc il y a des leviers, des combinaisons de pratiques qui sont différentes dans chaque essai. Mais cependant, il y a quelques leviers agronomiques en commun qu'on a fait ressortir. Euh, Ces objectifs sont passés dans à peu près tous les essais par une intensification, une diversification de couverts végétaux qui permettent de réduire certains intrants. On pense notamment aux pesticides et aux engrais de synthèse, avec insertion de couverts végétaux type légumineuses pour réduire des intrants azotés, par exemple. On diversifie aussi la rotation, souvent, ce qui permet de réduire le recours à certains pesticides. Et pour d'autres essais, où l'objectif était aussi d'améliorer la fertilité des sols, il y a eu un fort travail sur la réduction du travail du sol. Et là, les situations de départ auxquelles on va les comparer sont un peu différentes selon les essais. Donc, il y en a qui partent d'un système référence ou agriculteur qui était en labour pour passer au TCS, voire au semi-direct, et d'autres qui étaient déjà en réduction du travail du sol et qui vont jusqu'au semi-direct, voire semi-direct sous couvert vivant des fois. Et puis, il y a quelques sites qui ont eu des stratégies d'évolution un peu différentes et qui ont mis en place, par exemple, un atelier de méthanisation. Et donc, ce qui permet donc ce travail, cette introduction de la méthanisation, on l'a analysé aussi comme un facteur qui peut permettre de réduire soit des intrants, par exemple les engrais de synthèse, en valorisant les digestats, ou en améliorant la performance économique. Donc, dans chacun de ces essais, il y en a 9 qu'on va vous présenter. On a mobilisé au moins un de ces leviers cités. Et il y a certains systèmes qui mobilisent même l'ensemble de ces leviers. Au moins les 3 premiers, et voire des fois un quatrième ici, qui est la méthanisation. Alors, pour essayer de pas trop donc alourdir la présentation, on a essayé de résumer finalement les 9 essais qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc il y a les 4 premières lignes qui sont donc enfin les 6 premières lignes qui sont des essais dans l'ancienne région Rhône-Alpes. Donc vous avez 4 essais systèmes en Isère qui ont été mis en place en 2015 et 2 systèmes dans le Rhône en bio qui ont été mis en place, j'ai un petit trou de mémoire, mais je pense que ça doit être 2012 ou quelque chose comme ça. Donc il y a plus de 10 ans. Donc sur ces essais, on a différentes situations de départ.
Donc, on a des céréaliers qui sont sur des types de sols différents, profonds, superficiels. On a des céréaliers qui sont des producteurs de semences. Donc là, c'est un peu particulier, notamment en termes de rotation et de pratique, et de combinaison de pratiques, bien sûr. On a un système qui était déjà en agriculture de conservation, en polyculture élevage. Voilà. Et puis, on a des systèmes bio un peu caractéristiques de Rhône-Alpes, qui sont des systèmes céréaliers spécialisés sans élevage. Donc là, dans l'ensemble de ces essais, on a mobilisé différents leviers. Par exemple, on est parti sur les céréaliers sur le profond superficiel de systèmes en technique culturale simplifiée, sans labour, et on est allé vers de l'agriculture de conservation des sols, ACS. Donc on a introduit des couverts, on a diversifié et mis en place des techniques de semi-direct. Dans les deux autres systèmes, par exemple sur la production de semences, on a introduit beaucoup plus de couverts, on a associé des plantes de service au maïs semences et il y a eu un développement d'une stratégie de méthanisation. Et pour l'ISER conventionnel, qui était déjà en ACS, on est allé vers une stratégie de développement du SCV et l'introduction d'une stratégie de méthanisation. Donc pour le bio, je pourrais y revenir un petit peu plus tard si vous voulez. Pour les 3 essais systèmes, donc situés en Limagne Sud, Nord et dans le bocage bourbonnais. On est dans des systèmes donc, conduits selon les principes de l'agriculture conventionnelle. On avait déjà un céréalier proche de l'agriculture de conservation des sols en Limagne Sud, mais il y a eu une intensification des couverts végétaux et une réduction du travail du sol et une diversification de la rotation encore plus importante qu'elle ne l'était au départ. En Limagne Nord, on part d'un système en labour et on va vers les TCS avec couverts et diversification. Et enfin, dans le bocage bourbonnais, c'était aussi une exploitation conventionnelle proche de l'ACS et il y a eu une diversification de la rotation via notamment l'introduction d'une prairie temporaire valorisée en partie par une stratégie de méthanisation. Alors comment on a essayé de modéliser l'ensemble des performances techniques, économiques et environnementales de ces essais? Alors pardon, j'avais oublié que j'avais cette petite diapo. C'est juste pour vous montrer 2 exemples, avec quelques figures sur 2 situations. Une situation donc d'un essai système en Isère sur sol superficiel où on part donc d'un système agriculteur conduit en TCS avec donc 2 cultures d'hiver, 2 cultures de printemps, tournesol et maïs et on a introduit donc du semi-direct. On est sur 100 de semi-direct. On a introduit du colza qui est lui du colza associé. On a introduit différents couverts végétaux. Ici, vous voyez que sur le système agriculteur, il n'y en avait pas. On a introduit des couverts végétaux et notamment des couverts végétaux entre maïs et soja pour pouvoir faire du semi-direct sous couvert roulé sans herbicide. Ça, c'était la théorie de départ. Dans le système donc en Auvergne, dans Limagne, on a aussi un système céréalier basé sur le blé et le tournesol. Et là, vous voyez la diversification de la rotation avec l'introduction donc de lin d'hiver, de protéagineux aussi et de cultures de printemps comme le maïs, plus des intercultures. Et là, donc, on diversifie, plus une réduction donc du travail du sol. Donc, comment on a modélisé les performances de ces systèmes? Donc, on appelle ça une évaluation multicritère et on a utilisé donc un outil développé par Arvalis qui s'appelle Syster et qui permet de modéliser finalement chaque système de culture et qui permet de ressortir donc les performances à travers d'indicateurs relatifs aux dimensions technico-économiques, temps de travail des exploitations, et à quelques indicateurs environnementaux qu'on a retenus comme les émissions de gaz à effet de serre et à la consommation de pesticides. Donc, cet outil nous permet de calculer les performances moyennes des systèmes de culture que l'on étudie, qu'on évalue sur plusieurs années et à ramener à l'hectare. Donc, on va avoir des indicateurs ramenés par hectare et par an. Quels indicateurs on a retenus? Pour les performances économiques, on a retenu technico-économique, on a retenu le chiffre d'affaires, on évalue bien sûr la production via le rendement, on va regarder les charges en intrants, semences, phyto, etc. On va regarder les charges de mécanisation pour pouvoir calculer du coup une marge directe et on évalue aussi le temps de travail. Donc ça, c'est le grand volet des performances technico-économiques qu'on va dérouler un petit peu après. Et on a retenu aussi des performances environnementales, alors assez simples hein, pour cette présentation, comme la consommation donc, de pesticides approchée par l'IFT, par hectare et par an. On a aussi calculé des émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 par hectare et par an.
Et on a aussi regardé la consommation d'énergie primaire. On ne va pas tout vous présenter aujourd'hui, on va en présenter seulement quelques-uns. Quelques règles de modélisation que nous avons retenues. On a des sites qui ont été construits différemment, un historique différent, des leviers différents, conduits par des personnes différentes. Donc on s'est quand même entendu sur des règles de base de modélisation. On a toutes et tous pris, par exemple, les prix de vente, les prix réels des agriculteurs, de chaque agriculteur qui accueille l'expérimentation. Idem pour les charges en intrants. On s'est basé sur le réel, c'est-à-dire on a exhumé la comptabilité et on allait voir les charges en semences, en engrais, en phyto et en eau. Pour les charges de mécanisation, pareil, on s'est aussi basé sur le réel, donc, qui comprend donc la date d'achat du matériel, la consommation de carburant, les coûts de réparation, coûts de location, etc. Quand on avait des besoins en matériel spécifiques pour certaines expérimentations, pour des expérimentations, vous comprenez qu'on n'a pas investi des fois dans des semoirs directs ou du strip-till ou ce genre de choses qui sont très chères. Donc en fait, on a simulé ces performances pour un besoin en matériel spécifique, mais en respectant finalement les stratégies d'investissement de chaque ferme sur laquelle on travaille. C'est-à-dire par exemple, pour une ferme très grande, on peut simuler l'achat d'un semoir direct, mais pour une ferme céréalière d'une dimension plus faible, on a pris en compte un prêt, un échange de matériel ou d'autres stratégies d'investissement. On va retenir aussi pour la marge directe, on calcule une marge directe avec l'aide. Donc la marge directe, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est la marge nette que l'agriculteur peut obtenir avec ce système de culture, mais sans les frais MSA, les frais de fermage, les frais financiers d'électricité, etc. Elle représente un peu plus, on va dire, la marge technique, en fait, on va dire. Le temps de travail, bon, bah ça, c'est le temps de traction, c'est facile, on va dire, c'est le temps de traction, mais uniquement sur la parcelle. Les IFT, bon, moi, je ne reviens pas dessus, sauf que dans les IFT, ce qui peut peut-être vous surprendre, c'est pas toujours ça comme ça que c'est fait, c'est qu'on a intégré en revanche dans les IFT les traitements de semences. Et dans les émissions de gaz à effet de serre, on pourra revenir dessus, on compte bien les émissions directes et indirectes et les différents gaz à effet de serre concernés. Donc voilà pour les indicateurs et les règles de modélisation. J'espère que vous me suivez toujours. Donc maintenant, on va commencer par décrire quelques résultats technico-économiques de ces 9 essais systèmes qui ont été menés. Donc on commence un petit peu par une analyse économique, notamment via les charges. On regarde ici donc les charges en intrants. On a construit nos graphiques toujours de la même manière. Ici, vous avez donc les 4 essais systèmes de l'ISER en agriculture conventionnelle. Vous avez les 3 essais systèmes qui sont conduits dans le Puy-de-Dôme et dans l'Allier. D'accord. Et on a les 2 essais systèmes en agriculture biologique qui sont conduits dans le Rhône tout à droite. Vous avez toujours deux barres ici comme ça. Vous avez le système agriculteur qui sert donc de référence et le système innovant qui a été co-conçu avec les agriculteurs, les techniciens, conseillers et chercheurs. D'accord. Donc maintenant, si on regarde un petit peu les charges, elles se répartissent en semences, en engrais, en produits phyto, autres intrants et irrigation. J'ai un petit trou de mémoire sur les autres intrants, mais je suis sûr que Lionel pourra aussi m'aider là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en regardant finalement ces 9 essais? On voit que globalement, on a souvent une augmentation donc des charges sur quelques systèmes innovants. Pas tous, mais on a globalement une augmentation. Alors, à quoi est due cette augmentation des charges dans les systèmes innovants? Le premier poste, le plus important, alors on a essayé de représenter par la largeur de la flèche l'importance de cette augmentation, c'est une augmentation qui est liée à la charge des semences. Charge des semences qui sont essentiellement liées aux couverts végétaux, dont des couverts composés de légumineuses qui coûtent plus cher. Mais il n'y a pas eu que des augmentations, il y a eu aussi certaines diminutions de charges. Et sur quelques essais systèmes que l'on a pointés ici avec ces flèches vertes, pour essayer de vous guider un petit peu donc dans la lecture de ce graphique, on voit quelques baisses de charges en engrais. On a sur chacun de ces essais systèmes, par exemple en production de semences, on a associé des couverts de légumineuses au maïs, semences, qui restaient du coup pendant l'interculture, et ce qui a permis sur le maïs suivant de baisser les doses d'azote.
On voit ça aussi dans le système, donc en Limagne Nord ou en Limagne Sud, où l'introduction de légumineuses ou même de légumineuses à graines dans la rotation permet de réduire donc, le coût donc, des engrais. Et ici, pareil, pour donc, laisser dans l'Allier. On voit aussi, alors un peu moins, mais quelques baisses donc, de charges phyto, globalement. On le voit donc dans le système en Limagne Sud, et où il y a eu un changement dans les stratégies donc, de gestion des bioagresseurs avec une surveillance beaucoup plus accrue sur le système innovant que les pratiques habituelles donc, que l'agriculteur, et assez drastique là ici cette baisse de charge en phyto sur le système donc dans l'Allier. Alors ce système est un peu particulier parce que le système agriculteur était basé sur une large proportion donc de colza et de blé, et la diversification ici a introduit des cultures de printemps et aussi une prairie temporaire, donc composée de luzerne, parce qu'il y a une stratégie de méthanisation, de valorisation aussi donc de la prairie temporaire via aussi de la méthanisation derrière. Donc en fait, on voit que là, c'est surtout lié à l'insertion de cette prairie temporaire qui fait qu'on a une consommation beaucoup moindre d'intrants et une réduction aussi du colza. Donc voilà pour les charges en intrants, donc des baisses assez différentes et sur des postes différents selon les essais systèmes, mais quelques essais systèmes où on voit quand même globalement une augmentation donc de quelques charges, essentiellement liées aux charges de semences, notamment surtout sur les essais systèmes en Isère. Si on regarde les charges de mécanisation hors irrigation, donc là on est toujours en euros par hectare et par an. On a toujours la même construction, le système agriculteur à gauche, le système innovant en vert clair ici. Alors, on voit quelques baisses de charges, quelques augmentations. Pardon, les flèches sont un peu différentes, pardon. Euh, alors, on voit sur les systèmes innovants que nous avons co-conçus ici en Isère, les deux premiers, la production de semences et 38 ACS, donc une diminution des charges sur le système innovant. Alors attention, parce que ici, sur le système agriculteur, c'est sur le système agriculteur qu'il y a eu l'introduction de la stratégie de méthanisation. Et donc là, pour ça qu'on a une augmentation des charges de mécanisation, car récolte des fourrages, etc., qui augmentent donc les charges de méca sur ces systèmes. Et c'est la même chose pour l'allier, mais là, c'est dans le système innovant qu'a été introduit la stratégie de méthanisation. On pourra revenir sur la différence de pourquoi on l'a introduit dans l'innovant, dans l'allier, et pourquoi dans la stratégie agriculteur, donc dans l'Isère. C'est une question d'objectif des systèmes qui étaient totalement différents au départ. Il y a aussi une autre information qui est assez intéressante aussi sur ce graphique, c'est que finalement, il y a de faibles variations entre les systèmes sur les charges de mécanisation. Et ça peut s'expliquer notamment sur les essais là, systèmes que l'on a en Isère, sol profond et sol superficiel. On est passé de systèmes déjà initialement en technique culturale simplifiée, qui étaient assez économes en mécanisation, à des systèmes en semi-direct qui demandent aussi de l'investissement dans du matériel performant et donc avec des charges d'amortissement un peu plus importantes, qui fait que globalement, les charges de mécanisation sont très peu réduites par rapport au système agriculteur. Les résultats auraient peut-être été tout autres si on avait une situation initiale avec une mécanisation beaucoup plus forte et des systèmes labourés et qu'on passait en semi-direct. Si on en vient à la marge directe, qui est donc une petite synthèse donc ben, des valeurs ajoutées donc des cultures, donc du chiffre d'affaires donc, pardon, généré par les cultures, moins l'ensemble des charges. On voit que sur les essais dans lesquels on a introduit du semi-direct, notamment ici en Isère, on a une forte baisse des marges directes. Ici, alors, ça peut être expliqué par différentes choses sur ces deux essais précisément. Sur le sol profond et sol superficiel, on est allé un peu loin des fois dans quelques innovations techniques, notamment du semi-direct sous couvert roulé, sans herbicide. Donc on a eu quelques soucis techniques de réglage, de calage de cette technique qui n'a pas toujours bien marché. On a eu aussi quelques aléas climatiques très forts, notamment sur le sol superficiel, avec l'introduction de cultures de printemps qui n'ont pas marché du tout. Et puis, je vous rappelle aussi que sur ces deux essais, on avait eu aussi une augmentation, notamment des charges de semences et une très faible baisse des charges de mécanisation, ce qui fait qu'au final, on a des marges directes beaucoup plus faibles sur les systèmes innovants que l'on a co-conçus.
Et puis là, pourquoi finalement les systèmes innovants ont une marge directe qui diminue? Eh bien, la différence de marge ici se fait essentiellement par l'introduction de la stratégie de méthanisation, mais dans le système agriculteur. C'est-à-dire que là, on a une valorisation des couverts végétaux, des cives, en fait, qui augmente le chiffre d'affaires global donc des systèmes références. Mais on pourra revenir dessus en discussion, parce que ce n'était pas tout à fait comme ça au départ. Ici, on a aussi une légère baisse de la marge directe sur le système dans l'Allier, du bocage bourbonnais, où là, dans le système innovant, on a une stratégie de méthanisation et une introduction de prairies temporaires. Alors pourquoi il y a une légère baisse? La méthanisation ne compense pas finalement quelques accidents culturels qu'il y a eu, notamment sur les cultures de printemps, qui ont très peu marché sur ce site-là, alors que auparavant, dans le système agriculteur, il était basé sur une stratégie blé-colza assez rémunératrice au final, malgré quelques impasses techniques au niveau donc de désherbage. On en rediscutera après. Et puis on voit que sur les autres essais en Limagne, on a plutôt une amélioration donc de la marge directe qui est essentiellement liée à une réduction des charges que l'on a vu juste avant, notamment en phyto et en engrais aussi, via l'introduction de nouvelles cultures. Enfin, pour le système bio, je vous en ai encore très peu parlé. Le système ici en vert foncé, c'est un système bio classique avec une rotation soja, blé, orge, maïs, assez classique en réduction de travail du sol. Et le système innovant ici avait une rotation de 8 ans avec beaucoup de nouvelles cultures comme du pois chiche, etc. Et là, l'introduction de ces nouvelles cultures a contribué à une augmentation des marges directes, mais parce qu'il y avait des débouchés de transformation assurés ici en bio. Enfin, le dernier indicateur technico-économique, qui est le temps de travail, on voit que finalement, le temps de travail bouge assez peu et est assez variable selon les systèmes que l'on va regarder. Donc là, on regarde par exemple sur le sol profond, on est passé d'un système TCS à un système en semi-direct. Mais l'agriculteur avait une stratégie hyper efficace avant en TCS. Et le passage au semi-direct j'allais dire, la contraint. C'est comme ça qu'on a co-conçu le système. Donc, en fait, nécessité une surveillance accrue des cultures, du temps de semis et de gestion de ces intercultures, ce qui fait que son temps de travail a globalement un peu augmenté. C'est c'est aussi, là, on voit en revanche que sur les deux systèmes ici, on a une baisse du temps de travail, mais qui est essentiellement liée à une augmentation du temps de travail sur le système agriculteur, sur lequel, en fait, on gère plus de couverts via les récoltes, l'ensilage pour la méthanisation. Enfin, pour le système voilà, où on est passé d'un système TCS en semi-direct, là, on a été beaucoup plus efficace sur cet essai-là, où il faisait déjà quelques couverts végétaux sur ce système, et donc il y a eu vraiment une baisse du temps de travail liée au passage au semi-direct et à la non-multiplication donc de travaux superficiels. Pour les essais donc en Limagne, pardon, c'est relativement stable en Limagne Sud. On a une baisse en Limagne Nord qui est essentiellement liée à la réduction des interventions mécaniques. On a une augmentation donc dans le bocage bourbonnais qui est liée à la stratégie donc de méthanisation qui a été développée ici donc sur le système innovant essentiellement et très peu de changements sur les deux systèmes bio. La diversification en innovant a entraîné peu d'augmentation du temps de travail en heures par hectare. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça, de ces performances technico-économiques? On a des augmentations en charge de semences qui sont assez générales, essentiellement liées à l'introduction de couverts basés sur des légumineuses. Ces augmentations de charges ne sont pas toujours compensées, ces augmentations pardon, de semences ne sont pas toujours compensées par des baisses de charges. Et là, on pourra revenir dessus aussi un petit peu en discussion, mais c'est assez intéressant. On a des charges de mécanisation qui globalement augmentent quand on introduit de la méthanisation, liée donc à l'ensilage, récolte, etc. On a des faibles économies de charges de mécanisation par rapport au système référencé agri, car ceux-ci étaient déjà en TCS ou mixte. Donc on n'est pas parti de systèmes qui étaient assez intensifs en termes de travail du sol.
Et donc, au final, ce qui fait qu'on a des leviers mobilisés qui sont très différents selon le système, on a des contextes pédoclimatiques très différents, et donc on a des résultats très variables selon les sites. Sur certains sites, il ressort des échecs techniques, notamment du semi-direct sous couvert sans glyphosate. On a fait face aussi à des aléas climatiques très forts sur certains sites, ce qui a impacté donc les références économiques. Et on a sur quelques sites aussi des débouchés qui étaient moins assurés ou des prix de vente non encore donc fixés, en fait, on va dire, et ce qui fait que des stratégies de diversification ont été plus difficiles dans certaines régions. Et puis, il y a quand même des stratégies qui s'avèrent payantes quand les débouchés sont assurés. C'est notamment l'exemple donc de l'agriculture biologique. Et aussi, j'allais dire, quand il y a aussi quelques prises de risques un peu moins fortes, notamment par rapport aux stratégies de semi-direct et aux stratégies de désherbage, quand on est resté sur une combinaison de pratiques, j'allais dire pas assurance quand même, mais sur lesquelles on n'a pas poussé le bouchon plus loin pour essayer donc de réduire quelques intrants, ce qui fait qu'on a mieux maîtrisé certains paramètres, notamment l'enherbement. Donc voilà pour les performances technico-économiques. Je ne sais pas s'il y a quelques questions sur ce premier volet-là ou si j'enchaîne directement sur les performances environnementales. Thomas ou Léa, je ne sais pas si je vois pas les questions en fait moi, de mon côté. On a une personne qui est en train de rédiger une question, donc on peut peut-être attendre. Ok, très bien. Bon, j'espère que je ne vous noie pas dans tous ces détails. C'est un peu compliqué de présenter les 9 essais avec des objectifs différents, mais bon, j'avance encore un petit peu. Vous pourrez revenir sur des questions à la fin sur l'ensemble de ces données. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu aux performances environnementales, alors on vous présente juste les IFT et les gaz à effet de serre. On va essayer de rester assez simple. Alors, on va regarder donc les IFT qui sont donc des moyennes par hectare et par an. Je sais que le graphique va faire réagir sur les valeurs, mais on va essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Bon, chose la plus facile, il n'y a pas d'IFT en bio, on n'en parle plus. Hop, alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur les IFT? Toujours la même construction. Vous avez ici l'herbicide. Donc, qu'est-ce qu'on retient dans les IFT? Les herbicides culture, donc en vert foncé ici. On a comptabilisé aussi les herbicides interculture que vous voyez là. D'accord? On a les fongicides, insecticides, molluscicides et les traitements de semences qui sont en haut là. D'accord? Donc, c'est une partie non négligeable des traitements de semences qui n'apparaît pas toujours donc, dans les données. Qu'est-ce qu'on voit en fait ici? On voit qu'on a une baisse donc dans les deux systèmes innovants, donc en Isère, sur sol profond et sur sol superficiel, qui sont essentiellement dus à l'insertion donc de nouvelles cultures, à la diversification de la rotation, avec parfois des cultures de printemps moins sensibles, d'alterner. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les intérêts de la rotation pour réduire les IFT, mais c'est essentiellement lié à la diversification donc de la rotation. Et on le voit aussi ici alors c'est vraiment ici une très très forte baisse de la consommation donc de l'IFT qu'il y a eu entre le système agriculteur et le système innovant dans le bocage bourbonnais. Ici, on était sur un système agri basé sur de la culture de printemps essentiellement, sans labour, donc du colza blé, il devait y avoir certainement un petit orge qui se baladait là-dedans. Donc des impasses techniques assez importantes en termes donc de stratégie de désherbage, des recours aux insecticides importants pour le colza. Et il y a eu une forte baisse de la proportion de colza et surtout l'introduction d'une prairie temporaire de 3 ans non traitée, ce qui fait donc automatiquement fortement baisser les IFT ici. Les autres systèmes, finalement, on voit qu'entre le système agriculteur et le système innovant, on a vraiment des IFT qui baissent très peu, sauf en Limagne Sud, où j'ai oublié de le pointer ici. On a une baisse aussi donc, des IFT, essentiellement liée ici aussi à la diversification et donc à une association, donc, je crois, du blé à des cultures de service, qui fait qu'on a une baisse de l'utilisation des fongicides. Voilà, j'avais des phrases de commentaires que j'avais oubliées. Donc, on n'a pas d'augmentation des IFT herbicides culture en agriculture de conservation des sols, si et seulement si on a une bonne diversification de la rotation. D'accord? Mais cependant, dans ces systèmes-là,
la baisse de ces IFT herbicides peut des fois être en fait compensée, si je peux dire ça comme ça, par un recours accru des herbicides totaux, pour ne pas le nommer des glyphosates, en période d'interculture. On le voit par exemple ici sur le système sol superficiel, on a une baisse des IFT en culture herbicide, mais on a une légère augmentation des IFT interculture. On a peu de changements au niveau des fongicides et insecticides, sauf quand on diversifie la rotation et qu'on introduit des cultures moins sensibles. Et donc l'exemple ici du sol superficiel de TCS, on est passé d'un système TCS à un semi-direct, mais avec une diversification qui permet de baisser certains insecticides, ou encore bien sûr sur le système donc, du bocage bourbonnais. Si on passe au gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, en 2 mots, juste pour rappel, hein, on comptabilise dans les gaz à effet de serre, les émissions, en amont. Donc c'est les émissions produites lors de la production des intrants, donc essentiellement semences, engrais, produits phytosanitaires, aliments du bétail, et cetera. C'est la plus grosse part, donc est représentée par les engrais minéraux ici. Et les émissions directes ou de la ferme, c'est-à-dire le carburant, le chauffage, la minéralisation des matières organiques. Mais il y a aussi des émissions indirectes. C'est issu de la transformation au champ en gaz à effet de serre de composés émis au champ qui n'ont. Voilà, donc c'est les émissions indirectes, c'est le devenir des engrais minéraux ou organiques qui sont épandus au champ, pour simplifier. Alors qu'est-ce qu'on peut dire des gaz à effet de serre? Même construction du graphique, alors un petit peu empilé de façon décalée pour pouvoir un petit peu mieux voir ce qu'il y a. Donc on a les émissions en vert, là si on part du bas, qui représentent les émissions totales, directes, indirectes, des fertilisants. En jaune, on a les carburants. Ensuite, on a les émissions de gaz à effet de serre des résidus de culture, les émissions de gaz à effet de serre de total indirect. Bon, bref, voilà, je ne vais pas tout redétailler ici. Déjà, qu'est-ce qu'on peut voir un petit peu globalement sur ce graphique? Que ce qui pèse le plus, alors sans surprise, hein, c'est les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation donc de fertilisants. Alors, est-ce que les systèmes innovants ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Eh bien, on le voit sur quelques essais, effectivement. On le voit sur quelques systèmes. Et ces systèmes-là, on a une réduction essentiellement des gaz à effet de serre liés donc à l'utilisation des intrants et des fertilisants de synthèse, donc fertilisants azotés de synthèse. Donc d'où vient cette baisse? C'est que dans l'ensemble des systèmes innovants, on a souvent une introduction de cultures donc de légumineuses dans la rotation, légumineuses à graines, et aussi de légumineuses dans les couverts végétaux. Et donc cette diversification et l'introduction de légumineuses a permis de réduire la consommation des engrais minéraux sur les cultures suivantes. Donc là, on met en lumière donc la place donc des légumineuses comme levier essentiel pour réduire donc la consommation des engrais et des gaz à effet de serre associés. Et puis il y a une autre info quand même qui apparaît, c'est qu'on a un très faible effet du carburant, de la réduction de la consommation de fuel en fait, lié donc à la traction, donc lié oui, à la consommation donc, de carburant pour la mécanisation. Donc dans le bilan global, finalement, les autres postes pèsent finalement très très peu par rapport à l'utilisation des engrais. Qu'est-ce qu'on retient de cette évaluation multicritère? Bien sûr, on a des résultats variables selon les sites, mais on a quelques constantes qui sont observées. La première, c'est que pour des systèmes qui introduisent du semi-direct, notamment donc ceux qui introduisent du semi-direct pour la première fois dans le système, la maîtrise technique est essentielle, surtout pendant la période de transition. On l'a vu, nous, dans les essais systèmes en Isère, où on a fait quelques erreurs en fait, techniques de conduite des cultures, où nos règles de décision n'étaient pas forcément pertinentes au départ. On a eu donc des échecs techniques. Donc, pour éviter ça, ça passe par un travail d'accompagnement, des discussions collectives, aussi des formations, pour justement repérer des combinaisons de pratiques qui fonctionnent et aussi des règles de décision pour pouvoir intervenir au bon moment quand on fait des techniques, quand on pousse un petit peu l'innovation technique un peu loin sur le terrain. On a des charges de mécanisation qui finalement ne diminuent pas forcément en agriculture de conservation des sols.
Et ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié déjà à notre référence, parce qu'on est parti sur des systèmes qui étaient peu intensifs d'un point de vue mécanique, mais c'est lié aussi des fois à des stratégies d'investissement quand on passe en ACS qui demandent des investissements dans du matériel donc assez cher. Et donc on va diminuer le temps de travail globalement, mais les amortissements vont fortement augmenter. Donc de pouvoir réussir ces stratégies-là peut aussi demander donc de réfléchir différemment pour d'achat du matériel en commun, de réfléchir à des outils faits maison ou autres. On voit que les charges liées aux couverts végétaux sont non négligeables pour parfois un retour sur investissement faible. Mais alors attention, toutes nos modélisations euh, sont basées sur des prix d'avant 2022. Donc je pense que si on refait ces calculs-là avec les prix des engrais aujourd'hui, je pense que l'intérêt des couverts végétaux serait beaucoup plus flagrant. Donc ça pose quand même la question de la disponibilité des semences et de leur coût, et aussi d'autres stratégies qu'on pourrait être amené à développer sur produire ses propres semences, mais c'est aussi compliqué, ça pourrait être fait à des échelles territoriales et collectives. Et enfin, les effets sur l'environnement sont très variables. Et on retiendra que deux points, c'est que la clé des gaz à effet de serre reste la gestion de l'azote, et que la baisse des pesticides, elle est essentiellement liée à la diversification des rotations. Bon, c'est du grand classique, mais voilà, ça va mieux en le vérifiant de temps en temps sur le terrain. Alors, quelques précautions d'usage sur l'utilisation de ces résultats. On a vu qu'on avait des résultats économiques, notamment, qui ont été fortement impactés sur certains systèmes. Mais attention, ces systèmes-là, notamment, ils étaient conçus pour des objectifs autres que ceux évalués dans Cister. Par exemple, on a conçu des systèmes pour leur capacité à améliorer fortement la fertilité du sol dans une région où on avait des problèmes de gestion de la fertilité du sol. Et les leviers qu'on a utilisés sont des fois peu compatibles avec certaines baisses d'intrants. Donc il faut aussi revenir aux objectifs primaires de chacun de ces essais systèmes. On a constaté aussi, en regroupant un petit peu nos essais systèmes, qu'on a eu des prises de risques en fait assez variables selon les fermes. Certains agriculteurs sont allés au bout de la logique, quitte à prendre trop de risques pour diminuer les intrants. Il y en a certains qui ont essayé donc des techniques vraiment qui sortaient un petit peu donc du classique, et avec des résultats parfois un peu aléatoires. Et on voit aussi que la stratégie de diversification, eh bien, encore aujourd'hui, elle reste assez limitée, ou elle donne des résultats assez mitigés, car dans pas mal de régions, en fait, on a des débouchés peu structurés ou encore inexistants, ce qui fait que la stratégie de diversification est parfois difficile à mettre en œuvre et qu'elle donne des résultats mitigés. Voilà, c'était, je pense, un peu long, dense, et on se tient à votre disposition pour répondre à quelques questions sur cette première partie. Oui, donc il y a déjà une question de Elise Pelzer qui est assez générale. Donc je pense que Lionel, Laetitia, si vous voulez, et Clément, enfin, ça concerne un petit peu tout le monde. Donc Elise qui nous dit que finalement, quand on regarde les résultats des essais systèmes de différents projets, donc elle cite CIPRE, Réseau Zéro Peste, INRA Dijon, etc., on arrive souvent aux mêmes conclusions, c'est qu'il y a le risque d'échec technique, car fort besoin de technicité dans les systèmes innovants, et la rentabilité dans le contexte actuel qui est moindre, ce qui est logique, puisque le contexte économique est favorable à l'agriculture et au système de culture d'aujourd'hui. Et donc sa question, c'est comment alerter les pouvoirs publics pour favoriser l'implantation de ces systèmes innovants et leur rentabilité, prise en compte des risques pris par les agriculteurs, aides spécifiques, etc. C'est assez général. Thomas, tu veux répondre ou non, personne ne se jette? Alors, moi, je veux bien essayer, hein, Il y a Lionel, peut-être?
Oui, il y a... je veux bien apporter Pardon, vas-y Lionel, je t'en prie. un élément de réponse. Merci pour la présentation, hein, qui est très riche, très intéressante. Les résultats qui sont présentés peuvent servir au pouvoir public pour chiffrer des aides sur des producteurs qui s'engageraient à mettre en place des systèmes de culture innovants. On le voit, on a certains systèmes qui permettent de dégager des marges identiques, voire supérieures, puis d'autres systèmes qui dégagent des marges inférieures. Je pense que ce type de dispositif qui a été mis en place sur des sites assez nombreux permet d'aider à quantifier ce que pourraient apporter les pouvoirs publics en contribution financière pour encourager les producteurs d'aller d'un système actuel qu'ils maîtrisent bien vers un système un peu plus aléatoire. Voilà la Alors, réflexion que je souhaitais partager. merci. Si je peux rajouter quelque chose aussi par rapport à convaincre les pouvoirs publics. Alors, Élise, tu dois le savoir encore mieux que nous, mais on est sur des verrouillages souvent en fait plus de filières que techniques, où l'engagement des pouvoirs publics il doit être aussi sur le soutien enfin de création de nouvelles filières, de structures, parce que essentiellement on est sur un verrou en fait ici où on n'a pas d'organismes stockeurs qui sont capables de s'engager pour une diversité de cultures, de s'engager, alors c'est un exemple un peu classique et un peu tarte à la crème, mais sur des trieurs pour pouvoir associer des cultures, pouvoir les trier derrière, les gérer. Et tout ça, en fait, c'est pas à la dimension des fermes. Donc, cibler uniquement des subventions sur les agris par rapport à des baisses de marge n'est pas suffisant, à mon avis, pour engager cette fameuse transition. Et donc, on doit aussi avoir une réflexion donc, sur l'aval, clairement, et sur ces filières et le rôle qu'elles ont, qui est important pour faire évoluer les systèmes. Et sur le besoin en technicité, ça ressort effectivement tout le temps aussi. Mais ça, c'est un avantage. On a discuté pendant le premier webinaire, là, où ces essais systèmes qu'on fait en groupe avec des agriculteurs sur des territoires situés, voilà, servent aussi de démonstration, d'essais, de crash test et d'apprentissage dans des territoires où on apprend énormément de ses erreurs. Alors, c'est encore un peu facile de dire ça, mais de faire des visites d'essais, d'engager des collectifs d'agriculteurs, d'agricultrices, font qu'ils échangent entre eux, font qu'on fait des tours de plaine apprenant avec eux et qu'on progresse petit à petit sur ces techniques-là qui permettent après un peu plus d'identifier des combinaisons de techniques gagnantes ou un peu plus sécurisantes, même sur des systèmes innovants. Voilà. Oui, et pardon Jean-François, je ne pouvais pas réactiver mon micro en fait. Je voulais juste compléter, hein, vous avez dit l'essentiel pour dire qu'effectivement, il y a une dimension dans ces projets d'expérimentation système qui est à destination des pouvoirs publics et que notamment on est en train d'y travailler dans un projet que je vous évoquerai à la toute fin du webinaire où on a mis une action de valorisation spécifique à destination des pouvoirs publics hein, qui s'appelle Éclairer la décision publique, donc que ce soit pour les politiques régionales ou nationales. Donc justement, pour voir en quoi ces expérimentations système et les résultats qu'on en tire peuvent permettre d'apporter des billes dans les dispositifs qu'on est en train de construire aux différents niveaux. Oui, il y a un élément important qui vient d'être cité, c'est l'expérience de tous ces dispositifs qui ont été mis en place avec les producteurs. C'est une des questions que je me posais. C'est aujourd'hui, je suppose que vous avez les éléments, mais dans la synthèse, vous n'avez peut-être pas pu rentrer dans le détail. C'est la réaction des producteurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils feraient sur leur exploitation? Et est-ce que vous avez pu constater une évolution de leurs pratiques par rapport à celles qu'ils mettaient en œuvre il y a soit 5, 10 ans en fonction des sites? Peut-être intéressant de partager l'expérience des producteurs sur où ils en sont aujourd'hui par rapport au point de départ. Oui, merci. C'est une réflexion importante et intéressante. Laetitia Masson, tu pourras peut-être compléter, mais on avait regardé un petit peu quand même ce que faisaient les agriculteurs aussi chez eux et enfin, qu'est-ce que ça leur apporte finalement
de réfléchir à la co-conception de systèmes innovants sur leur territoire, de travailler en groupe, etc. Et en fait, on avait travaillé chez quelques-uns, sur quelques fermes, pour voir s'ils introduisaient, s'ils changeaient un petit peu leurs pratiques. Et c'est le cas dans quelques exploitations où en fait, ça leur donne des idées, où Ouais. ils mobilisent ces mêmes leviers, ils les transforment, ils les adaptent chez eux. Et chez certains qui accueillent ces essais systèmes, là, on voit qu'il y a des stratégies qui ont un petit peu changé. Je pense au céréalier sur sol superficiel où il a maximisé l'introduction de ses couverts végétaux, la place des légumineuses, qui lui permettent de réduire un peu ses intrants derrière, etc. Donc il y a eu, oui, effectivement, une adoption et une transformation dans leur ferme donc, de ces leviers techniques qu'on a testés. Après, Ouais. je ne peux pas généraliser non plus, mais voilà. Oui, oui. Je pense que c'est important parce que ces dispositifs-là contribuent à faire évoluer les pratiques dans des pratiques qui sont intermédiaires ou qui sont différentes de l'innovant par rapport au point de référence. Parce que par défaut, un point de référence est figé à un moment donné, mais la pratique des producteurs est en constante évolution avec ce qu'ils observent autour d'eux, ce qu'ils voient, la contribution qu'on peut apporter au travers de ces dispositifs. Je pense elle est très riche et elle permet aux producteurs d'évoluer peut-être plus vite que ce qu'ils auraient évolué si on n'avait pas mis en place ce type de dispositif. Mm. Un autre élément dans la présentation des résultats, autant lorsqu'on est en comparaison entre le témoin et l'innovant, la présentation elle est très très précise. Les questions que je me posais au fur et à mesure du déroulement, c'est d'avoir un peu la structure de chacune des exploitations, la SAU, le nombre d'UTH disponibles sur l'exploitation. Est-ce que sur chacun des sites, il y a eu une évolution de la surface? Est-ce qu'il y a eu une évolution de la main-d'œuvre disponible pour réaliser, pour mettre en œuvre les pratiques? A priori, non, compte tenu de ce qu'on a pu voir au niveau du temps passé à l'hectare, on n'a pas des enjeux qui sont importants a priori, mais ça pourrait être intéressant à préciser. Et puis aussi, peut-être que je ne l'ai pas vu, mais il me semble que à un moment donné, je cherchais le potentiel des sols de chacun des sites. Peut-être pour expliquer aussi la variabilité qui est présentée entre les sites. Des potentiels de sol, j'ai l'impression qu'il y a des potentiels de sol différents qui auraient pu être exprimés au travers des rendements ou des productions d'énergie. Oui, 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 merci. Effectivement, en fait, on voit que sur des sites avec des sols assez fragiles, superficiels, très séchants, on a eu des échecs techniques assez Ouais, retentissants, ouais. clairement, et qui font qu'on a certains systèmes innovants qui se sont écroulés par rapport au système référence. Donc là, c'est essentiellement lié effectivement au potentiel du sol. Ça, c'est sûr. Oui, il y avait d'autres façons de le présenter. On s'est un peu posé la question de comment présenter aussi cette productivité, et l'énergie est une bonne idée pour le représenter, en effet. Il n'y a pas eu d'évolution, à ma connaissance, majeure sur les structures des exploitations, sauf sur les besoins d'un investissement, en fait, on va dire, en nouveau matériel. Ouais. Et c'est là où on voit que des fois, les gains qu'on peut avoir en termes d'intrants, etc., peut être annulés, si je peux dire, en fait, par un Ouais. besoin d'investissement trop fort pour la structure d'exploitation. Voilà. Alors on le voit, oui, on le voit par les charges de mécanisation. Oui. Quand vous dites un des investissements importants, ça pourrait être intéressant d'avoir connaissance du capital immobilisé. Sachant que dans la présentation que vous avez fait, les choix ont été variables en fonction des sites, selon la structure, selon la Mm. surface à mettre en œuvre. Et il y a eu des choix, si j'ai bien compris, qui ont été faits par de la prestation de service Oui, ou de l'achat. Donc, mais le capital immobilisé peut être un indicateur qui explique les charges de mécanisation aussi. d'accord. OK. C'est ce que l'on appelle dans les sorties d'indicateurs de CICER, c'est ce que l'on appelle l'IVAN, hein, le Mm. capital immobilisé. OK, merci. Léa, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Ah bah on a Elise qui est en train de réécrire. Euh, On va attendre une petite minute que Elise finisse de rédiger. Alors, Elise qui nous dit que Sister adapté à toutes les innovations.
est-ce que c'est une question ou une affirmation? Ah, ou bidou, d'accord. Est-ce que Sister est adapté à toutes les innovations ou bidouillage nécessaire, entre guillemets? Ah, on fait pas de bidouillage avec Sister. Avec Sister, on fait pas de bidouillage. Avec Sister, on décrit une pratique et on calcule des indicateurs. Et après, à charge de l'utilisateur de Sister de définir des objectifs d'évolution de pratiques culturales, de les simuler ou de les tester sur les expérimentations. Et dans le dispositif, tout ce qui a été présenté là, il y a eu une évaluation des pratiques avec le point de départ. Donc, c'est des pratiques qui sont consignées. Hein. En système, on a tous les champs pour décrire les pratiques, décrire les systèmes techniques, décrire le parc de matériel. Ça a été dit selon la stratégie d'investissement, achat en neuf, achat en occasion, achat avec le voisin, appel à la prestation de services, etc. C'est de la description telle que l'agriculteur va le mettre en œuvre sur son exploitation. Et ensuite, on fait appel à tout un référentiel qui permet de calculer les IFT et on y a greffé tous les moteurs de calcul pour pouvoir les calculer, tous les indicateurs qui ont pu être présentés. Donc pas de bidouillage, non, non. Peut-être qu'Alice voulait parler en termes de bidouillage sur, par exemple, comment gérer un échec dans un essai système. Est-ce qu'on considère que cet échec, il est régulier, qu'il va se passer tous les ans, la rotation, enfin tous les ans de la rotation, pardon, Ouais. vous m'avez compris, à chaque fois qu'on Oui. va tester cette technique, ou est-ce que on peut, par exemple, se projeter, de se dire, bon, bah, ok, on a fait telle et telle erreur technique, mais globalement, voilà, on sait qu'on peut peut-être améliorer ça et que le rendement, il n'est pas de 10 quintaux, mais il sera de 30, quoi. Vous voyez ce que je Oui, veux dire? C'est peut-être un peu oui, ça, des fois, on oui. peut modéliser ça avec Ah oui. l'agriculteur, de se dire, ben voilà, 3 années sur 4, je sais que j'atteindrai ce rendement avec cette technique une fois maîtrisée. Alors l'idéal, là, c'est de faire, je suppose, ce que vous avez fait en utilisant CICR, vous avez vraiment décrit tout ce qui s'est passé sur les expérimentations qui ont été suivies, etc. Rien ne vous interdit de repartir sur ce descriptif, de le dupliquer et puis d'estimer avec les producteurs, bon là, effectivement, j'ai eu une perte de rendement, mais si je sais pourquoi, je ne le ferai plus, maintenant, je ne me ferai plus avoir, j'ai perdu X% de rendement, les prochaines fois, j'en perdrai plus. Rien ne n'interdit de dupliquer toutes ces pratiques qui sont des pratiques réelles, de les dupliquer en faisant une simulation, en disant ben, Exactement, j'ai un rendement, voilà, etc. Donc là, effectivement, on fait de la simulation. Hein. c'est ça. Alors je ne sais pas si c'est ce que Élise appelait Ouais, bidouillage, mais ça peut, ouais, ouais. voilà, ça Mais ça on peut peut être ça. effectivement faire de la simulation. Oui, on peut faire de Oui. la simulation. Et donc Élise reprécise que oui, c'était pour savoir si toutes les pratiques innovantes peuvent être entrées, par exemple des couverts en relais, des nouvelles cultures. Oui, ça oui, 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 tout à fait. Oui, 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 oui. Et on a Lorraine qui est en train de poser une question, donc je vais attendre un petit peu qu'elle ait fini de rédiger. Oui. Oui, voilà, donc c'est plus une précision sur le fait que Sister permet de décrire les systèmes et les règles de décision qui leur sont associées et de les évaluer. Oui, 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 oui. Après, sans parler de bidouillage, on peut quand même citer que ça reste assez conséquent le travail sur le logiciel, sur Sister, pour aboutir à ces évaluations. Ce qui peut intimider parfois, c'est la quantité d'informations et la précision avec laquelle il faut les rentrer. Il y a effectivement Mais on a une méthode pour enregistrer. Oui. Donc a priori, nous n'avons plus de questions pour cette partie. Si jamais il revenait à quelqu'un une question, on aura encore un petit temps à la fin de ce webinaire pour prendre d'autres questions. Donc n'hésitez pas à les noter dans la conversation et puis on y reviendra plus tard. Et maintenant, je vais passer la parole à Clément Bardon, donc, qui est responsable de la plateforme TAB dans la Drôme. Et donc cette présentation de la plateforme TAB,
elle permet d'illustrer un autre volet d'évaluation que l'on peut faire sur des expérimentations système. Et la plateforme TAB s'est particulièrement concentrée sur l'aspect biodiversité. Et par exemple, sur le projet, là dans les projets qu'on vient de vous présenter, sur le projet Dessine, on a voulu faire un volet biodiversité, mais en fait, lors de la conduite de notre expérimentation, on s'est aperçu qu'on avait peut-être mis trop d'objectifs pour l'expérimentation Dessine. Et donc, tout l'intérêt d'avoir des plateformes comme la plateforme TAB, c'est de pouvoir avoir des sites avec des objectifs différents et de pouvoir fournir un plus grand panel d'évaluation. Donc, je te laisse la parole, Clément. Merci Léa, bonjour à tous. Donc, comme le disait Léa, je suis Clément Bardon de la Chambre d'agriculture de la Drôme et je suis en charge de la station expérimentale d'Étoile-sur-Rhône et de la plateforme TAB technique alternative et biologique. Donc, la station expérimentale d'Étoile et la plateforme TAB, en fait, c'est un lieu d'accueil d'essais à la fois analytiques et d'essais systèmes. Et on a eu un essai système historique qui a été installé. Et donc, l'objet de ma présentation, en fait, c'est de vous présenter les résultats autour de la biodiversité et de la lutte biologique qui ont été étudiés en fait sur le système concerné. Donc, avant tout, je voudrais replacer le débat autour de définitions claires sur la biodiversité. Donc, qu'est-ce que la biodiversité? Donc, c'est la richesse spécifique, donc c'est le nombre d'espèces et l'abondance relative des espèces à travers l'espace et le temps. Donc, le nombre d'espèces, différentes espèces, et les effectifs des différentes espèces. Ce qu'on sait, c'est que la biodiversité, quand on parle d'écologie, donc on parle d'étude des interactions entre les êtres vivants et leur milieu, on sait que cette biodiversité donc, va influer le fonctionnement des écosystèmes. Et en grande partie, la stabilité des écosystèmes dépend de cette biodiversité. Et donc, ce qu'on sait également, c'est que les sociétés humaines sont dépendantes des services rendus par la nature et des écosystèmes. On a parfois tendance à l'oublier, mais en fait, les écosystèmes sont à l'origine du développement de nos sociétés. Alors, on parle de services écosystémiques, on peut catégoriser en fait les services écosystémiques en 4 catégories. Donc, tout d'abord, les services supports, qui vont en fait régenter tous les services écosystémiques. Donc, on parle notamment de formation des sols, les cycles biogéochimiques réalisés par les organismes vivants, la production primaire également, qui est un service support. Et ensuite, on a des services secondaires, donc les services d'approvisionnement. On parle d'approvisionnement donc en nourriture, en eau, en matières premières, les éléments de la biochimie aussi. Les services de régulation avec la régulation du climat, régulation des maladies, purification de l'eau, régulation de l'eau. Services culturels et patrimoniaux. Donc les cultures humaines sont dépendantes aussi des paysages, qu'on soit sur du distractif avec de la randonnée, mais on parle aussi de terroir en agriculture, de patrimoine paysager, où il y a des enjeux aussi donc à la fois culturels, de patrimoine, mais aussi touristiques. Donc, ce qu'on sait, c'est que les activités humaines impactent la biodiversité. On sait que le taux d'érosion de biodiversité est 100 fois supérieur actuellement à ce qu'il n'a été en moyenne depuis 10 millions d'années. Donc, quand on parle d'érosion de biodiversité, on sait que donc, les êtres humains et les sociétés humaines sont dépendantes des écosystèmes. Et en fait, on sait qu'on a un impact sur ces écosystèmes par l'érosion de la biodiversité. Donc, la boucle est bouclée, on a un impact direct en fait, des activités humaines sur la biodiversité qui, en retour, impactent les sociétés humaines. Donc, il y a beaucoup de questions dans le monde agricole autour de la biodiversité. On va dire qu'il y a deux visions qui s'opposent autour de la biodiversité. Des fois, on la survend un peu. Donc, une première question qu'on se posait, en fait, nous, sur la plateforme TAB,
c'était donc face aux enjeux d'érosion de la biodiversité, est-ce qu'il est possible d'intégrer de la biodiversité aux agrosystèmes dans un but conservatoire, mais aussi quels sont les effets de cette intégration de la biodiversité aux agrosystèmes sur les ravageurs, les auxiliaires et au final les rendements, ce qui intéresse directement les agriculteurs. Donc, je l'ai dit, on sait qu'il y a des enjeux de créer des zones refuges à intégrer de la biodiversité aux agrosystèmes. En agriculture, on a deux visions de la biodiversité qui s'opposent. Alors, une première vision qui est tous les aménagements agroécologiques et les zones refuges à biodiversité voisines des agrosystèmes sont des puits à ravageurs et sont responsables de pertes de rendement, et donc il y a nécessité de les réduire pour limiter justement les pertes de rendement et les flambées de ravageurs sur les grandes cultures, enfin, sur les cultures de manière générale. Et une deuxième vision qui est conduite par la lutte biologique par conservation, qui est en fait tous ces aménagements agroécologiques et ces espaces naturels à proximité des cultures sont une source au contraire d'auxiliaires qui entraînent un contrôle des ravageurs et donc des gains de rendement pour les agriculteurs. Et donc c'est une question auquel on va essayer de répondre aujourd'hui. Vous verrez que ce n'est pas aussi tranché que ça. Et pourtant, en fait, ces deux visions s'opposent actuellement dans le monde agricole et les deux visions ont des fervents défenseurs. Alors, donc, nous, ce qu'on a sur la table, sur la plateforme TAB, c'est un système agroforestier fruitier qui a été implanté en 2011 et on a une parcelle témoin qui a été implantée en 2019. Et donc, notre objectif, c'était de déterminer l'impact de l'agroforesterie fruitière et d'aménagement agroécologique sur les activités des principaux bioagresseurs et auxiliaires, ainsi que sur les rendements des grandes cultures. Donc ici, vous avez présenté le système agroforestier en photo et également avec un schéma. Donc, pour vous décrire, je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris, ça facilitera la description en fait, de la diapositive. Donc ici, vous avez le système agroforestier. C'est bon? Vous voyez? Oui, la souris est bien visible. Très bien, super, merci. Et donc, ici, vous avez le schéma du système agroforestier qui se constitue en fait d'alternance de planches de grandes cultures avec des planches de pêcher. Ici, 3 rangées de pêcher à chaque fois, avec des aménagements agroécologiques, donc que sont des haies, ici, tout autour des cultures, également des bandes enherbées, ici, qui ne sont fauchées que 2 fois l'an lors des interventions de taille et de récolte sur les pêchers. Et on a donc un système beaucoup plus simple de grandes cultures, donc qui reprend les mêmes grandes cultures, ici, avec des planches simples, donc soja, maïs, févrole, colza, blé. Et en fait, on a cette rotation qui est indiquée ici, qui se répète, une rotation en fait, où on a à chaque année en fait chaque modalité qui est présente sur une planche différente. Et donc c'est un essai qui est conduit sur 5 ans, entre 2019 et 2023. L'année prochaine sera la collecte des derniers résultats, mais on a déjà 4 années en fait de la rotation totale qui nous permettent déjà de tirer des conclusions sur nos observations. Alors, ce qu'on a effectué depuis 2019 sur nos 2 systèmes, donc le système, la référence et le système agroforestier, c'est des suivis de bioagresseurs. Donc sur les grandes cultures, ici je vais vous présenter donc sur le colza le pourcentage de hampes florales infestées par le puceron cendré, le pourcentage de larves de méligètes parasitées. Donc là on parle d'action d'auxiliaire contre le méligète qui est un ravageur du colza. Et également le nombre de méligètes par hampe florale du colza qui ont été suivis. Ensuite, sur la févrole, on a le pourcentage de recouvrement du puceron noir, le pourcentage de recouvrement de la rouille, le nombre de forficules. Donc, on a suivi le forficule sur tout le système parce qu'on sait que les haies peuvent être un puits à forficules et on voulait déterminer en fait
où on pouvait retrouver le forficule, sachant que le forficule a un peu une double casquette, puisqu'il peut être à la fois consommateur de pucerons, donc on va dire auxiliaire, mais également ravageur, puisqu'il va consommer, il a une forte appétence pour les pêches, il entraîne des dégâts importants sur pêcher. Ensuite, sur maïs, ce qu'on a observé, c'est le pourcentage de dégâts cicadelles, le nombre de forficules, encore une fois, des cartes de prédation. Donc là, c'est des œufs d'Ephesia, c'est-à-dire de pyralidés. Et donc, c'est afin de déterminer en fait, si on a un contrôle des pyrales, notamment dans le maïs. Dans le pêcher, on a eu aussi des cartes de prédation qui ont été suivies. Le nombre de forficules, les dégâts des forficules aussi dans les pêchers. Et on a eu aussi les mêmes suivis dans les. Et une chose qu'on a suivie aussi, c'est les rendements. Donc à la fois, ici seront présentés les rendements des grandes cultures, donc de la référence et du système agroforestier. Alors, si je vous présente les résultats, ici, vous avez des graphiques qui reprennent les résultats pour le colza, où on a donc les résultats pour la référence, le système agroforestier à chaque fois. Et on a des effets moyennes entre 2019 et 2022, avec des écarts types représentés. Et à chaque fois sont représentées les différences significatives par une étoile ici présente. Ce qu'on observe, c'est qu'on n'a pas de différence significative entre la référence et le système agroforestier de pourcentage de hampes florales infestées par le puceron cendré. Pas de différence significative de pourcentage de larves de méligètes parasitées entre le système agroforestier et la référence. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'on a une tendance à avoir un nombre de méligètes moins important sur les hampes florales de colza dans le système agroforestier. Alors, ce résultat, il est à mettre en perspective, sachant qu'on a eu des résultats significatifs opposés sur certaines années, c'est-à-dire qu'en 2020 et 2021, on a une tendance à avoir moins de méligètes dans la référence et beaucoup moins de méligètes en 2022 dans le système agroforestier, ce qui tire toute la significativité des résultats en fait, sur ce graphique. Donc, on est quand même sur quelque chose de très variable. Donc, on conclut qu'on n'a pas forcément d'effet sur tout ce qu'on a mesuré, mais on a une légère réduction du nombre de méligètes par rampe florale à relativiser parce que c'est surtout tiré par l'année 2022. Ensuite, pour la févrole, donc, on a suivi le recouvrement de la tige par le puceron noir, donc on n'a pas vu de différence significative, une différence significative de réduction de recouvrement par la rouille de la févrole dans le système agroforestier. Donc là, on est un peu sur quelque chose de différent de la lutte biologique par conservation, parce que c'est vrai que la rouille, c'est une maladie fongique, et donc c'est davantage le microclimat, certainement, du système agroforestier qui entraîne cette différence. On manque d'éléments pour conclure, mais en tout cas, on n'est pas sur une logique de lutte biologique par conservation ici. La lutte biologique par conservation intervenant davantage sur donc les ravageurs que des bioagresseurs en fait, type champignons. Ensuite, ce qu'on a observé, c'est qu'on a eu une réduction donc, du dégât de cytone dans le système agroforestier. Voilà. Sur le maïs, on a eu moins de dégâts cicadelles en agroforesterie. Et enfin, on a suivi donc la fréquentation du forficule en fonction des différents habitats, sachant que le forficule peut être à la fois donc un ravageur pour les pêchers, mais également permettre le contrôle donc à la fois des pucerons, mais aussi des larves de pyrales, enfin des œufs d'Ephesia, donc des œufs de pyrales, donc potentiels aussi ravageurs des cultures. Ce qu'on observe, c'est que la répartition en fait, du forficule, ici vous avez présenté donc, les adultes ou les larves, c'est que les forficules ont une propension à se répartir en fait essentiellement dans les strates arbustives, donc dans les pêchers, dans les haies, qu'on soit dans le système agroforestier ou la référence et moins dans les grandes cultures et surtout moins dans le maïs, un peu dans la févrole, certainement parce qu'en fait, il a de la matière à consommer du puceron dans la févrole. Mais ce qu'il en ressort, c'est que la fréquentation en fait,
entre la févrole, par exemple, ou le maïs de la grande culture, de la référence et du système agroforestier, en fait, c'est qu'elle est la même. On n'a pas observé de différence de fréquentation du forficule. Par contre, dans le système agroforestier, on a davantage de forficules sur les pêchers, potentiellement entraînant plus de dégâts. Alors, si on se recentre sur les résultats qui vont, in fine, nous intéresser autour de la lutte biologique par conservation, c'est l'impact en fait sur les rendements. Si on reprend les deux hypothèses de départ, c'est est-ce que, donc d'accord, on a deux systèmes qui sont différents, un système qui est très simplifié en grande culture, un système qui est diversifié de type agroforesterie fruitière avec des aménagements agroécologiques pour favoriser l'intégration de la biodiversité. Les deux questions initiales, c'était est-ce qu'on va avoir un impact sur nos rendements de cette biodiversité, que ce soit à la fois donc, une augmentation des rendements par le contrôle des bioagresseurs ou au contraire une réduction du rendement par une flambée des bioagresseurs et des ravageurs. Ce qu'on observe, c'est que sur toutes les grandes cultures, on n'a pas de différence significative de rendement entre le système agroforestier et le témoin. Et quand on prend au total, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas trop, qu'on n'observe pas. Donc, on peut mettre en fait en perspective quand on reprend les deux hypothèses initiales, c'est qu'en fait les deux sont non vérifiables et les deux sont fausses en fait, les deux idées préconçues autour de la biodiversité. Ce qu'on observe, c'est une diversité en fait plus importante avec des zones refuges à biodiversité en agroforesterie dans notre système. Je ne vous ai pas présenté les résultats, mais on a davantage de biodiversité dans notre système agroforestier. Mais on observe aussi également des activités de bioagresseurs et d'auxiliaires différentes entre l'agroforesterie et la référence, mais pas de tendance marquée envers un système, c'est-à-dire envers une flambée des bioagresseurs dans un système diversifié ou également une réduction stricte des bioagresseurs avec une augmentation des auxiliaires dans un système diversifié. Donc finalement, on n'observe pas de différence nous significative de rendement en grande culture dans notre système agroforestier ou dans notre référence. Alors, quand on met ces résultats en fait, qui sont propres à un seul site, hein, en perspective avec la littérature scientifique, ici je vous ai présenté brièvement en fait, les résultats d'un article scientifique qui a été publié dans PNAS, donc qui est une des revues les plus citées au monde, où en fait ils étudiaient l'impact de l'environnement proche des grandes cultures sur les dynamiques de population, donc d'auxiliaires, de ravageurs et sur le rendement final des grandes cultures. Donc vous avez représenté ici donc une carte du globe. Donc c'est une méta-analyse de près de 132 sites, de près de 132 études, 6759 sites. Et en fait, suivant que l'environnement voisin des grandes cultures était un environnement naturel, ou un environnement simplifié de grande culture. Dans cette étude, ils ont synthétisé les dynamiques justement auxiliaires ravageurs. Et on voit qu'on a une tendance à une augmentation des auxiliaires, mais également des ravageurs quand l'environnement en fait, voisin des grandes cultures est diversifié, mais pas d'impact significatif sur les rendements. On voit chacun des points en fait, ici présents, c'est qu'il y a de la variabilité en fait, intersite. C'est-à-dire que sur certaines études et sur certains sites, on a vu que l'environnement naturel voisin a entraîné une réduction des auxiliaires, une réduction des ravageurs, ou à l'inverse, une augmentation des auxiliaires ou une augmentation des ravageurs. Également aussi, sur des cas particuliers, augmentation des rendements et réduction des rendements. Mais ce qu'on en conclut, c'est que de manière générale, en fait, l'intégration de la biodiversité et de la conservation d'environnements naturels à proximité des cultures, en fait, sur une moyenne, malgré la variabilité intersite qui est inhérente en fait à toute expérimentation, en fait, il n'y a pas d'impact sur les rendements, ce qui est intéressant. En termes d'intégration de biodiversité et de préservation de la biodiversité, et de pouvoir associer justement une stratégie de conservation de la biodiversité et des systèmes agricoles productifs. Par contre, ce qu'on ne peut pas non plus dire, c'est que la conservation d'un habitat naturel autour des cultures, on ne peut pas dire que c'est la panacée aussi dans le contrôle des ravageurs, comme prétendu par certains. Donc voilà pour des premiers résultats.
de notre système est mis en perspective avec la littérature scientifique. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire en perspective, c'est vrai que l'agroforesterie fruitière et les aménagements agroécologiques permettent de concilier une préservation de la biodiversité et un maintien des rendements en agriculture biologique, sachant qu'ici, dans notre système, on était en agriculture biologique. C'est vrai qu'il y a d'autres impacts négatifs potentiels sur les productions des aménagements agroécologiques, de l'implantation de haies ou de bandes enherbées, comme la réduction des surfaces cultivées. Mais en tout cas, ce qu'on peut démontrer dans notre étude et au travers de la littérature, c'est qu'il est possible en fait d'associer une préservation de la biodiversité en créant des zones refuges autour des agrosystèmes, tout en maintenant des agrosystèmes productifs. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour cette première partie, et après j'aurai une deuxième partie de résultats à vous présenter. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune question dans le chat. Donc, peut-être continuer sur la deuxième partie et puis les questions arriveront Ouais. pendant cette deuxième partie. Alors, on continue. Alors, dans la littérature scientifique, c'est vrai qu'il y a plusieurs explications qui sont avancées sur en fait, l'inefficacité ou le caractère non concluant de la lutte biologique par conservation. Ici, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est une explication qu'on a essayé de tirer sur un exemple emblématique de la lutte biologique par conservation, c'est la relation entre coccinelle et puceron. Et en fait, je vais essayer de dégrossir un peu des idées préconçues sur l'impact justement que peut avoir un auxiliaire sur un ravageur. Donc, c'est-à-dire, si on prend un modèle, en fait, un prédateur que serait la coccinelle et une proie que sont les pucerons. Donc, alors, on va essayer de répondre partiellement. Hein, c'est qu'une partie des éléments, en fait, qui, j'ai pas la prétention de répondre à pourquoi, de manière très générale, la lutte biologique par conservation a des effets non concluants, mais on va essayer de répondre en partie et donner une explication partielle. Alors, pour recentrer, donc la théorie de lutte de lutte biologique par conservation stipule que la préservation d'un environnement naturel à proximité des cultures, en favorisant la biodiversité à l'échelle des agrosystèmes, permettrait de maximiser les populations d'auxiliaires qui, en retour, limiteraient les populations des bioagresseurs. Alors, je l'ai déjà dit, face aux enjeux patrimoniaux et sociétaux de la conservation de la biodiversité et également d'un point de vue des services rendus par la nature, la relation gagnant-gagnant entre la préservation de la biodiversité et la protection des cultures apparaît comme une théorie séduisante. Néanmoins, donc on l'a vu avec nos résultats, la littérature scientifique atteste donc de résultats peu concluants, mais qui révèle toutefois une relation neutre entre préservation de la biodiversité et impact des ravageurs sur les cultures. Alors, pour répondre à notre question, donc je vous l'ai dit, nous, on s'est basé sur la relation puceron-larve de coccinelle, qui est emblématique des relations auxiliaires-ravageurs culture, et qui est souvent utilisée comme un exemple pour illustrer la lutte biologique par conservation. Donc, on a un prédateur, une proie. Et on parle souvent, en termes d'aménagement agroécologique, des haies qui auraient un impact sur les populations de pucerons, enfin du moins d'auxiliaires, qui en retour entraîneraient un contrôle des ravageurs des cultures, de manière très généraliste. On a cette approche-là, on entend souvent cette approche-là. Donc nous, ce qu'on a observé, c'est l'impact des haies sur les populations de pucerons noirs, de la févrole et des auxiliaires associés. Donc les larves de coccinelle. Donc on a étudié en fait sur des parcelles en fait de févrole l'impact des haies voisines sur ces populations. Donc on a suivi des populations de pucerons noirs, de larves de coccinelle sur des parcelles de févrole en fonction de la distance à la haie. Et donc c'est des résultats qu'on a reconduits en 2020 et 2021. Et donc ici, vous avez présenté les résultats. Donc en haut, petit a, donc l'année 2020, et en bas, petit b, l'année 2021.
Et on voit en fait l'évolution des effectifs de pucerons et de larves de coccinelles. Donc le puceron en orange, larve de coccinelle en vert. Donc les effectifs de manière générale, en fait, en 2020 sont moins importants qu'en 2021. On voit qu'en fait, on a un chevauchement ici à minima donc, du pic de pucerons dans la saison avec le pic de larves de coccinelle. Donc on n'a pas en tout cas de larves de coccinelle qui arrivent avant les pucerons. Et en 2021, on a une représentation assez classique quand on parle de modèle proie-prédateur. On a un développement en fait, des pucerons sur la févrole qui entraîne un développement de larves de coccinelle. Ces larves de coccinelle donc, vont consommer des pucerons. On a une chute drastique du nombre de pucerons qui entraîne à son retour une chute des populations de larves de coccinelle. Donc ça, c'est assez classique. On voit qu'on a des pics asynchrones entre pucerons et larves de coccinelle. Mais ce qu'on observe surtout, c'est que ce sont davantage les pucerons qui vont en fait conduire les populations de larves de coccinelle, et non l'inverse. Comme souvent, de prime abord, on peut le penser, on pense que c'est le prédateur qui va davantage réguler le puceron, enfin, qui va davantage réguler la proie, alors qu'en fait, on a des relations de régulation mutuelle. Et là, on parle de modèle proie-prédateur. Alors, quand on parle, donc nous, d'aménagement agroécologique et d'impact des haies sur les populations d'auxiliaires ou de ravageurs, donc on a regardé la distance à la haie, en fait, l'impact, enfin, le cumul du nombre de larves de coccinelle ou le cumul du nombre de pucerons en fonction de la distance à la haie. Donc, on l'a vu tout à l'heure, les pics sont asynchrones. Donc, difficile, si on ne cumule pas en fait le nombre de pucerons sur une saison complète ou le nombre de larves de coccinelle sur une saison complète, de faire coïncider en fait nos pics en fonction de la distance à la haie. Donc, on a volontairement choisi le cumul du nombre de pucerons et le cumul du nombre de larves de coccinelle par rapport à la distance à la haie. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a en effet davantage de coccinelles et de pucerons à proximité des haies. Et on voit clairement qu'en fonction des points et de la distance à la haie, on a des pics qui se suivent parfaitement entre pucerons et larves de coccinelles. Et quand on effectue en fait une corrélation justement entre, sur une saison, le cumul entre les larves, le nombre de larves de coccinelles et le nombre de pucerons, on voit qu'on a une relation positive. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut en fait? C'est que finalement, plus on a de coccinelles, plus on a de pucerons. Et en fait, c'est vrai qu'on a souvent la vision de se dire, bah, plus on a de coccinelles, moins on aura de pucerons. En fait, c'est vrai qu'on est sur un système de régulation mutuelle et pas un système aussi simple qui est le prédateur va réguler la proie et la proie n'aura aucun effet en fait sur le prédateur. Alors ça, c'est un modèle en fait en écologie qui est assez réputé. Et on parle du modèle proie-prédateur Lotka-Volterra. Et en fait, il est souvent considéré à tort que ce sont uniquement donc, les prédateurs qui régulent les populations de proies et non l'inverse. Et en réalité, en fait, les proies et les prédateurs se régulent mutuellement selon des cycles d'oscillation désynchronisés appelés relations proie-prédateur, donc de Lotka-Volterra. Donc ici, je vous ai présenté de manière schématique, en fait, les oscillations au cours du temps du nombre de ravageurs ou d'auxiliaires ou du nombre de proies et de prédateurs. Et on voit clairement qu'on a la même représentation qu'on pouvait avoir sur les larves et les coccinelles. Donc voilà pour la représentation schématique. Et c'est vrai que, alors, on n'a pas vocation à expliquer toutes les raisons pourquoi la lutte biologique en fait peut donner des résultats peu concluants, mais en tout cas, c'est vrai que cette relation proie-prédateur est parfois peu connue et on fait souvent le raccourci de se dire que ce sont surtout donc, les auxiliaires qui vont réguler les ravageurs et non l'inverse. Voilà. Et donc, ce qu'on peut conclure de nos résultats, c'est que la proximité des haies augmente le nombre de larves de coccinelles, comme avancé par la théorie de lutte biologique par conservation. Donc, on a en effet les aménagements agroécologiques qui vont augmenter le nombre d'auxiliaires et donc potentiellement le service de régulation des ravageurs. En revanche, cette augmentation du nombre de coccinelles à proximité des haies est également liée à une augmentation du nombre de pucerons et donc de proies pour les larves. Donc, ce sont en premier, dans notre cas de figure, les ravageurs qui influencent le nombre d'auxiliaires.
Et donc, je le disais, le modèle proie-prédateur développé par Lotka Volterra est un fondement de l'écologie et il permet d'expliquer en partie l'erreur d'interprétation soutenue par la théorie de lutte biologique par conservation qui associe plus d'auxiliaires à moins de ravageurs. Et c'est vrai que voilà, ce sont des idées qui ont percolé, qui sont très, on va dire, attractives et attrayantes quand on parle de lutte contre l'érosion de la biodiversité. C'est vrai que j'aimerais avoir des résultats très concluants où on pourrait se dire que les aménagements agroécologiques et la biodiversité en fait, ont un impact strict de régulation des bioagresseurs. Mais ce n'est pas le cas. Et quand on fait une revue de la littérature, on a des études récentes qui sont sorties. Donc, je vous ai mis les références si vous êtes intéressés. Donc, elles sont en anglais, mais elles sont en open source, donc on peut les lire assez facilement. Une première étude qui est sortie en juillet, c'est sur la simplification, donc dans PNAS, sur la simplification du paysage. Est-ce que finalement, si on augmente la taille des parcelles agricoles en réduisant justement la diversité du paysage, est-ce qu'on a justement une flambée des ravageurs? Eh ben, en fait, cette méta-analyse ne montre que ce n'est pas le cas et que en fait, on a plusieurs tendances. On peut avoir une réduction des bioagresseurs, une augmentation des bioagresseurs, et c'est vraiment toujours dépendant en fait du bioagresseur. Et on est loin d'avoir un modèle général de lutte biologique par conservation vendu par certains. Donc voilà. Et on est aussi loin d'avoir aussi des flambées de bioagresseurs à proximité, enfin des flambées strictes de bioagresseurs n'étant plus sous contrôle lors d'une diversification du paysage. Voilà. Alors, je sais que ces résultats peuvent être perçus comme quelque chose de décevant, mais aussi quelque chose remettant en cause tous les principes de l'agroécologie. Ça n'est pas le cas. On est uniquement ici sur la lutte biologique par conservation. Ça ne remet pas en cause certaines interactions dans l'augmentation des rotations des cultures, dans le contrôle des bioagresseurs et des ravageurs des cultures. Ça ne remet pas en cause aussi la lutte augmentative, la lutte biologique augmentative, c'est-à-dire qu'on apporte le biocontrôle finalement. Donc voilà, et ça ne remet pas en cause non plus les enjeux d'intégrer de la biodiversité aux agrosystèmes, d'autant que si on n'est pas capable aujourd'hui de démontrer que l'intégration de la biodiversité aux agrosystèmes et la diversification du paysage permet de réguler les ravageurs, on est capable de démontrer que cette diversification du paysage agricole permet d'augmenter la biodiversité sur un territoire et donc de protéger la biodiversité, et permet également d'augmenter les services comme la pollinisation, qui est un autre service rendu par les écosystèmes. Voilà pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on avait Elise qui était en train de rédiger tout à l'heure, mais qui, du coup, a priori, s'est abstenue. Donc, je ne sais pas si dans les... Donc, Elise qui est en train de continuer d'écrire. On va attendre. En attendant... Ah bon, bah, c'est que tu as répondu entre-temps, en fait, Clément. D'accord. Je ne sais pas si Lionel, Jean-François, Thomas, vous voulez intervenir sur la présentation de Clément. Non, moi j'ai écouté avec attention et intérêt et ça donne envie de se rapprocher de vous sur tous les travaux que vous avez présentés. Clément, moi j'ai une question sur la conduite des cultures. C'est Jean-François, pardon. Oui, non, mais j'avais reconnu ta voix, t'inquiète. Je commence à reconnaître. Ouais, les conduites des cultures entre la référence et le système agroforestier, est-ce que les intrants, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, s'il te plaît? Alors, donc, nous, c'est vrai qu'on était essentiellement basé sur la lutte biologique par conservation. Donc, on a deux systèmes qui sont conduits à l'identique et en bio.
donc en agriculture biologique. Donc, encore une fois, hein, je le dis, hein, notre modèle ne permet pas de démontrer à lui seul les effets contrastés de la lutte biologique par conservation. Par contre, nos résultats sont clairement en accord avec la littérature, où justement, dans la littérature, on a des résultats peu concluants. Par contre, sur nos résultats, ce qu'on ne peut pas affirmer, c'est que finalement, on n'a pas pu observer on n'aurait pas pu observer de régulation des ravageurs dans notre système agroforestier parce que justement, on avait déjà un système qui était traité en termes d'insecticides. Je prends ça comme exemple. On est vraiment sur deux systèmes en agriculture biologique et conduits exactement de la même manière. Donc voilà. Et sinon, j'ai une autre question. Quel est l'environnement finalement de la table? Est-ce que voilà, où était la parcelle à côté, sans agroforesterie? Enfin, qu'est-ce que Alors, parce la que y a- parcelle est à côté. Nous, alors, autour de la lutte biologique par conservation, c'est avec l'impact du paysage en fait sur les populations de ravageurs et bioagresseurs, il y a plusieurs échelles sur lesquelles se placer. Et quand on regarde la littérature, c'est vrai que c'est soit l'environnement proche, soit à l'échelle du paysage global. De manière générale, sur les deux approches, il n'est pas possible enfin, il n'y a pas de consensus réel d'un impact positif sur les auxiliaires de manière tranchée, qu'on soit à l'échelle donc très locale donc de la parcelle, soit à l'échelle du paysage voisin. Après, nous, dans notre contexte, sur la table, c'est vrai qu'on a une pratique sur la station expérimentale plutôt vertueuse sur nos approches de l'agriculture, parce qu'on peut se le permettre, parce qu'on est une station expérimentale. Donc voilà les éléments que je peux t'apporter, Jean-François. Merci. Donc il y a une question de Camille Dio. Alors, on a présenté les résultats aux agriculteurs, on a présenté les résultats aux financeurs, aux partenaires. En fait, il y a plusieurs réactions, en fait, y compris des personnes. C'est vrai que là, on est sur une approche assez neutre de transparence. On sait qu'il y a des enjeux en fait d'érosion de la biodiversité. Je suis le premier conscient de ces enjeux. Et c'est vrai on peut se dire que présenter ces résultats, ça va à contresens. Finalement, on a vendu beaucoup aux agriculteurs que la biodiversité leur solutionnerait beaucoup de problèmes en termes de flambée de ravageurs, alors que ce n'est pas le cas. Donc, mon opinion, c'est il faut être honnête, pas vendre ce qui n'est pas réellement démontré. Donc, il y a certaines personnes qui sont réticentes à divulguer ces résultats. Par contre, auprès des agriculteurs, on a plutôt un bon écho, c'est-à-dire qu'ils sont capables de l'entendre et on est plutôt, ce que j'ai pu constater, c'est finalement réconcilier les deux bords, c'est-à-dire les deux hypothèses initiales. On a plus quelque chose où on peut restituer le dialogue entre les deux hypothèses initiales qui étaient finalement fausses. Et en fait, donc j'ai pu présenter ces résultats au bureau de la Chambre d'agriculture. Hein, donc les élus ont reçu très bien ces résultats et sont parfaitement conscients en fait des enjeux de conservation de la biodiversité. Et derrière, en fait, ce qu'on voit en termes de nécessité en fait d'informer de ces résultats la littérature scientifique des décideurs, c'est que on ne peut pas simplement dire aux agriculteurs vous devez implanter des zones refuges sur votre exploitation, vous allez en tirer un bénéfice, alors que ce n'est pas vrai. Charge aux décideurs, en fait, justement, d'être clairs et d'aider les agriculteurs à mettre en place une politique de conservation de la biodiversité sur les exploitations, d'autant qu'il n'y a pas d'impact négatif et de résultante négatif à le faire.
J'ai une autre question encore. Dis-moi, vas-y. Oui, alors déjà, il n'y a pas d'impact négatif, c'est important quand même de le redire, Ouais. globalement, sur les ravageurs. Mais après, quel est le niveau d'infestation? Parce que j'ai re-regardé les graphiques, l'échelle est relativement très basse pour nombre Ouais. de bioagresseurs. C'est aussi pas neutre, en fait, je pense. Alors, Et c'est pas ça peut neutre. expliquer aussi beaucoup de choses sur, Alors, voilà. sur le non-effet. Quand on voit 1% de recouvrement de la tige par des pucerons, est-ce que c'est Alors, important ou pas? Je ne suis pas spécialiste de la févrole et des pucerons. nous, c'est pas tant le non-effet, en fait, qu'on questionne. C'est plutôt la vision simpliste et anthropocentrée, en fait, de se dire qu'on a un contrôle strict des bioagresseurs et des ravageurs. Et c'est quelque chose qui n'est pas démontré scientifiquement. Et en fait, sauf certaines études très spécifiques, toute méta-analyse qui a porté en fait sur la lutte biologique par conservation, l'impact du paysage, n'a pas démontré d'impact significatif sur les rendements. Moi, la question, c'est pas tant, en fait, est-ce qu'on a une pression suffisante dans notre système pour démontrer quelque chose? C'est surtout qu'on a observé des tendances générales différentes selon tel ou tel auxiliaire considéré ou selon tel ou tel bioagresseur considéré. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut mettre en perspective. C'est pas tant on n'a rien observé, c'est surtout qu'on a vraiment des tendances différentes. Impossible de dire, c'est très en fait auxiliaire dépendant et ravageur dépendant. Ouais, alors, mais pardon, j'ai peut-être pas tout à fait compris ta réponse du coup, mais est-ce que, en gros, ton niveau d'infestation a un impact sur ton rendement? Quand on voit l'impact de tes pucerons, 15% de rouille, est-ce que c'est important ou pas sur une févrole? C'est ça où je ne me rends pas compte, en fait, si tu veux. Est-ce que c'est un seuil de Ah! déclenchement de traitement? Tu vois, c'est tout simplement, si on se projette dans le conventionnel. Voilà. Alors oui, potentiellement, oui. Oui, oui, oui. Oui, ça a un impact sur nos rendements. La rouille, typiquement, sur la févrole, Mais au seuil dans lesquels vous les avez mesurés, c'est-à-dire il y a oui, 30% dans le système sans agroforesterie et 15 en agroforesterie. oui, 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 oui. Typiquement, en févrole, et à cause de la rouille, on, comment dire, on a des pertes, enfin, on a des productions peu satisfaisantes en févrole sur nos deux systèmes, D'accord, ok, du fait de la rouille. d'accord. Allez, dernière question pour finir de t'embêter. Non, tu Et- m'embêtes pas, t'inquiète. Finalement, ce que tu présentes s'oppose presque au rapport de l'INRAE qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les bénéfices de la diversification. Alors, oui, bah, alors, je Et savais, c'est un spécialiste qui allait poser cette question. Alors, en fait, ça ne s'oppose pas tant. Je vais repartager, en fait, justement, les résultats, en fait, de l'INRAE. En fait, on a plusieurs choses. Ce qui se passe, ici, c'est en fait tu vois, le tableau justement dont tu parlais qui récapitule un peu les consensus ou les non-consensus autour de la Oui, diversification végétale des espaces agricoles. tout à fait. Donc, on peut compartimenter en fait les choses. Donc, on a les adventices, les insectes aériens, insectes du sol, maladies vectorielles, pathogènes aériens, pathogènes du sol, nématodes et les autres bioagresseurs. Ensuite, donc, on a différents codes couleurs. Un consensus qui reste, selon moi aussi, assez, enfin, qui reste le résultat d'une expertise. Mais en fait, on a des consensus plus ou moins forts, c'est-à-dire en fonction de ce que démontre la littérature. Ensuite, on a des absences de consensus en jaune, des consensus aussi variables en rouge. Et enfin, on a donc des hypothèses théoriques ou pas d'effet. Donc, quand on parle hypothèse théorique, en fait, c'est finalement des hypothèses, mais qui n'ont pas été testées scientifiquement. Donc, difficile après d'avancer, en fait, qu'on a un effet quand on est sur de la théorie. Toi-même, tu le sais, Jean-François,
bien souvent, on peut avoir des théories, mais en fait, nos résultats se confrontent à des résultats, enfin, nos expériences se confrontent aux théories qu'on avait émises initialement, et difficile de dire quel est le vrai du faux. Ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même des effets qui sont avérés, hein. Quand on parle de l'agroforesterie sur les adventices, on est capable de dire, on a des consensus que en fait, l'implantation d'arbres avec les grandes cultures limite les adventices sur les parcelles. Par contre, sur l'agroforesterie, on a encore beaucoup d'inconnus, d'absence de consensus, ou des consensus moyens, voire modérés. Pardon. Hop, désolé. Voire aussi des impacts négatifs. Donc là, on est sur des systèmes en fait à l'échelle très locale, parce qu'on est sur des mélanges variétaux, on n'est pas au clair sur tout, les cultures associées, sur l'agroforesterie et sur la diversité des rotations. Donc ça, ce sont quand même des choses qui sont clairement éprouvées. Plus on augmente, par exemple, nos rotations, moins on a de risque de flamber l'année N+1 des bioagresseurs. Par contre, quand on rentre sur des échelles beaucoup plus générales, quand on est sur une diversité de l'assolement ou une réduction de la taille des parcelles, une augmentation de la distance entre les cultures ou l'augmentation des éléments semi-naturels, on est sur pas de consensus ou beaucoup d'hypothèses théoriques, plus et moins, tu vois. Et donc, en fait, c'est vrai que ce qui est sorti de ce rapport, je suis tombé aussi sur des articles de vulgarisation de ce rapport. On a beaucoup vendu, oui, c'est démontré, la diversité végétale, ça y est, c'est démontré par l'INRA, ça permet une régulation stricte des bioagresseurs et des ravageurs, alors qu'il n'en est pas tant, en fait. Et on reste encore beaucoup sur du théorique et sur des choses, en fait, sans consensus réel. Voilà. Super. Je ne sais pas si ça te va, mais Si, ça me va très bien. Parfait. en Après, fait, on fait beaucoup de... Enfin, tu vois, par expérience, je sais qu'on peut trouver des fois beaucoup de raccourcis. Euh, alors, voilà, sur une chose qui m'avait interpellé, j'ai plus le contrôle. Voilà, c'est bon. En fait, dans la vulgarisation, on a des fois beaucoup de raccourcis en fait qui sont effectués. Nous, on a l'habitude de lire la littérature scientifique et on a ce regard un peu critique. Mais souvent, en fait, on a des effets, comment dire, coup de poing quand on lit des articles de vulgarisation. Et typiquement, tu vois, j'ai un exemple ici de cet article sur lequel j'étais tombé, où on regardait en fait l'impact des bandes fleuries et des haies sur le contrôle des pestes, donc des ravageurs des cultures. Et en fait, dans cet article, on démontre qu'il n'y a pas d'impact des haies sur le contrôle des pestes et qu'il n'y a pas d'impact non plus sur les rendements. En fait, par contre, cet article, en fait, a été réutilisé et a été vulgarisé en français, où le titre de l'article était clairement les haies contrôlent en gros les ravageurs, permettent de réguler en fait les ravageurs des grandes cultures. Et en fait, toute l'essence de l'article a été modifiée en fait dans une approche de vulgarisation. On a eu une perte d'information conséquente. En fait, on a vulgarisé des choses qui n'étaient pas forcément vraies. je vois bien le problème, c'est Voilà. classique. Voilà, c'est un grand classique. Voilà. Oui. Et pas que sur la lutte biologique par conservation. Non, mais tu vois, moi, je suis aussi, enfin, sur le sol aussi, c'est pareil. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, je vois pas d'autres questions. Non, et de toute façon, je pense qu'on arrive au terme, enfin au bout du temps imparti, donc je propose peut-être qu'on passe à la conclusion.
Voilà, donc juste pour vous dire, enfin voilà, vous avez vu des exemples, un échantillon entre guillemets de résultats permettant de valoriser des projets d'expérimentation système qui ont été mis en œuvre les années précédentes, donc comme on le disait depuis les années 2010-2015. Il y a des projets en cours, je vous évoquais tout à l'heure le projet RICIN, et je voulais aussi vous faire aussi un état des lieux des projets qui sont en train de voir le jour, c'est-à-dire qui ont démarré cette année, en 2022. Donc deux projets qui s'appuient sur ce qu'on vient de vous présenter, c'est-à-dire des enseignements, des résultats de projets d'expérimentation de systèmes de culture innovants qui ont déjà été menés en Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui sont des projets sur des enjeux spécifiques, enfin des thématiques particulières. Donc vous avez le projet Adaptora, qui concerne plutôt des systèmes de grande culture spécialisés, où on s'intéresse à l'amélioration de la résilience des systèmes de culture par rapport au changement climatique et l'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau dans ces systèmes-là. Donc vous voyez, avec une implantation de différents sites, donc c'est les pastilles que vous avez à l'ouest, qui sont au bout du trait, et c'est les petits A aussi que vous avez côté est en Rhône-Alpes. Et puis un deuxième projet qui concerne plus spécifiquement les exploitations d'élevage, qui s'appuie aussi sur ces mêmes approches et qui va permettre, qui vise à améliorer la résilience des systèmes foragers dans un contexte de changement climatique. Donc c'est le projet Récif. Ces deux projets sont portés par la Chambre régionale d'agriculture, et vous voyez Récif aussi avec des implantations qui s'étalent sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, je pense que la dernière diapo, pour vous dire qu'on a encore beaucoup de choses à valoriser. Donc là, c'était le deuxième webinaire. Il y en a encore deux à venir. Donc un prochain qui a lieu mardi 15 novembre, spécifiquement sur les questions de fertilité des sols dans une approche semblable à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec une analyse un peu croisée des résultats des différents sites. Et puis enfin, un dernier webinaire qui aura lieu le 25 novembre à 14 heures, qui est sur l'innovation en grande culture, quels sont les apports de l'approche système, qui est plutôt à destination des agriculteurs, ou enfin à la fois expérimentateurs, mais aussi tous les agriculteurs qui peuvent être intéressés par les résultats de ces différents dispositifs. Vous retrouverez les éléments sur le site comme cela est mentionné, aura.chambre-agriculture.fr, également les liens pour vous inscrire pour ceux qui veulent venir. Je vais remercier les intervenants d'aujourd'hui, donc Jean-François Vian de l'ISARA, Clément Bardon de la Chambre d'agriculture de la Drôme. On va également remercier Lionel Jouy d'Arvalis qui était présent, qui est intervenu, Léa Maria et Anne Vernet de la Chambre régionale qui ont participé à la construction et à l'organisation de ce webinaire. Merci à vous et bonne fin d'après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.